Question particulière sur le projet de loi numéro 46, loi modifiant la loi sur la conservation du patrimoine naturel et d'autres dispositions. Cet après-midi, nous entendrons le Réseau des milieux naturels protégés, le Centre québécois du droit de l'environnement et Greenpeace. Je souhaite la bienvenue aux représentants du Réseau des milieux naturels protégés. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite donc à vous présenter, ainsi que les personnes qui vous accompagnent, et à procéder à votre exposé. La parole est à vous. Mon nom est Véronique Vermette, je suis directrice générale par intérim du Réseau de milieux naturels protégés et je suis accompagnée de Brice Caillé aujourd'hui, chargée de projet sur les enjeux de la conservation volontaire. Donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre. Jonquière, Premier ministre, mais moi, je n'ai pas d'aspiration. Mesdames, Messieurs les députés, je suis heureuse de vous avoir fait rire. Donc, merci de nous accueillir comme première fois ici à l'Assemblée, à la Commission des Transports et de l'Environnement. Donc, première expérience et j'espère qu'elle ne sera pas la dernière non plus. Bien, communément appelé le RMN, le Réseau de milieux naturels protégés, c'est un organisme qui a été créé il y a plus de 27 ans pour donner une voix, pour défendre les intérêts des organismes de conservation et des acteurs de la conservation en terre privée, dite la conservation volontaire. Donc, le RMN accueille aujourd'hui favorablement la modernisation de la loi sur la conservation du patrimoine naturel telle que présentée, d'un bon œil, surtout en cette fin de décennie de la biodiversité et à l'heure aussi des bilans concernant l'atteinte des objectifs d'Aichi. D'ailleurs, un récent rapport des Nations unies à cet effet-là en a dépeint un constat peu reluisant qui nous inquiète. À l'aube de l'émission de nouveaux objectifs pour la prochaine décennie, nous croyons que la province doit se doter d'outils légaux facilitants, clairs et rigoureux pour l'atteinte de ces objectifs de protection du territoire et en particulier avec la participation des organismes de conservation en terre privée. Les organismes de conservation du Québec ont des recommandations à faire à la Commission, particulièrement en ce qui a trait à notre propre domaine d'expertise, donc la protection du territoire de nature privée, qui, vous en êtes bien conscient, se concentre principalement dans le sud du Québec. Donc, le sud du Québec, où on voit le plus grand usage du territoire à des fins domiciliaires d'exploitation et de développement. Et c'est sans coïncidence non plus qu'on y retrouve la plus grande part de biodiversité du Québec et donc la plus grosse menace à cette biodiversité-là qui s'y retrouve. Je vais passer la parole à mon collègue Brice qui va vous faire quelques recommandations au nom du RMN. Merci. Donc, comme ma collègue Véronique vous l'a expliqué, là, notre expertise, elle porte surtout sur la protection en terre privée. Donc, forcément, notre mémoire s'est intéressée sur les points du projet de loi qui vont avoir un impact de près ou de loin sur la protection en terre privée. Je vais commencer à les discuter en allant dans le sens inverse du mémoire. C'est-à-dire que je vais commencer par les territoires de conservation nordique. De prime abord, on est favorable à la création de ce statut, à condition qu'ils soient enchâssés en fait, dans le registre des autres mesures de conservation efficaces, qui bénéficient de lignes directrices claires puis d'une reconnaissance à l'international, qui correspondent tout à fait à l'objectif qui transparaît des territoires de conservation nordiques, fait qu'on estime que ces mesures-là devraient s'enchâsser dans le registre des autres mesures de conservation efficaces, qu'on appelle aussi pour sa création, parce qu'on estime qu'il y a plusieurs mesures de conservation efficaces, justement, qui n'ont aucune reconnaissance aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent pas être désignées comme des aires protégées, qui pourraient bénéficier de ce statut-là. Fait qu'on on est pour l'instauration de ces deux nouveaux outils, finalement, à condition, par contre, vu qu'ils sont très peu détaillés dans le projet de loi, qu'ils viennent avec des balises très claires sur comment ils peuvent contribuer aux objectifs de conservation. Comme on peut le voir sur la carte à la page 3 du mémoire, là, les enjeux de biodiversité, les plus importants, ils sont dans le sud du Québec, puis le territoire du plan Nord. Si on atteint les objectifs qui sont fixés dedans, à savoir soustraire 50% du territoire aux activités minières, on a déjà atteint la cible des 30% de territoires protégés. Fait qu'on voudrait vraiment qu'il y ait des objectifs clairs qui soient définis pour ce que peuvent représenter les territoires de conservation nordique pour garantir la protection des territoires au sud qui en ont aussi vraiment besoin. On n'est pas contre la protection du nord, mais on veut garantir la protection du sud.
Et le registre des AMCE, c'est un peu le même point. On voudrait s'assurer que la création de ce registre-là n'encourage pas la création uniquement d'autres mesures de conservation efficaces plus faciles à protéger que la mise en place d'aires protégées plus strictes qui sont plus complexes à mettre en place mais qui sont tout aussi bénéfiques et même plus importantes. Les AMCE, c'est vraiment un outil pour bonifier un réseau d'aires protégées strictes mais qui ne doivent pas être créés au détriment des aires protégées plus strictes. Le deuxième point, là, vous avez pu le voir peut-être dans notre mémoire ou sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est le paysage humanisé. Nous, on appelle vraiment à la création de cette mesure parce que c'est la seule aire protégée qui peut considérer les milieux agricoles. Et les milieux agricoles, ce sont l'habitat de plusieurs espèces menacées. Il y a le petit blongios, on peut parler aussi du goglu des prés. Fait que c'est vraiment l'aire d'habitat, parfois même de reproduction de plusieurs espèces qui peuvent être menacées vulnérables. Fait que c'est des milieux qui sont importants pour la biodiversité. C'est aussi des couloirs de déplacement et des corridors phoniques importants. Fait qu'on aimerait vraiment qu'ils soient créés. Pourtant, ce statut existe depuis 2002, puis il n'y en a toujours pas. Ce qu'on a pu voir dans nos recherches, c'est qu'il y a 3 raisons à ça. C'est que le processus était vraiment trop compliqué, trop coûteux et trop long à mettre en place. Fait qu'il y a 2 points qui sont bien adressés par le projet de loi. Là, c'est vraiment beaucoup plus clair ce qui est attendu pour créer un paysage humanisé. C'est aussi simplifié, fait par conséquent raccourci. Par contre, il n'y a toujours aucun budget qui apparaît être associé à ça. On sait que le MELCC s'est beaucoup rapproché des parcs naturels régionaux français dans son élaboration. En France, un parc naturel régional, c'est 3,15 millions d'euros par an de budget et une équipe de 30 à 40 personnes. Les différentes tentatives de paysage humanisé qu'on a vues au Québec, ils n'arrivent pas à garder un coordonnateur pour le projet à temps plein durant la durée du processus. Fait qu'il y a vraiment un souci de financement à faire venir là-dedans. Le seul projet qui est encore en cours, finalement, c'est celui de Montréal. On espère qu'il va se réaliser prochainement. Mais Montréal, c'est une ville qui a comme pas d'équivalent au Québec. Elle peut se permettre de faire ça grâce au service des parcs. Mais tous les autres projets et les territoires qui mériteraient finalement de bénéficier d'un paysage humanisé n'auront pas les budgets équivalents à la ville de Montréal pour porter ces projets. Fait qu'on aimerait vraiment qu'il y ait un financement qui vienne avec ça. On pense que c'est vraiment important. Puis on aimerait en voir se concrétiser prochainement. Là, en l'état, si on garde le projet de loi comme ça, je pense qu'en 2030, il n'y aura pas plus de paysage humanisé. Puis le dernier point qu'on a traité, donc c'est les réserves naturelles, auxquelles on a associé les milieux protégés en terre privée de manière générale, bien que ce ne soit pas abordé dans le projet de loi, parce qu'on estime que c'est aussi important que les réserves naturelles. Et là, ce qu'on attend vraiment, c'est de pouvoir avoir un support pour les acteurs de la conservation, que ce soit les propriétaires de réserves naturelles ou les organismes de conservation qui ont d'autres milieux protégés. Le projet de loi, il prévoit notamment que les montants des amendes pour des infractions et des activités illégales soient augmentés. On approuve ça, mais à 100%. C'est plus dissuasif si le montant de l'amende est plus élevé. Par contre, sur le terrain, ce n'est pas appliqué. Il n'y a pas d'agent, il n'y a personne qui a sermenté pour les faire appliquer. On a plusieurs de nos membres qui nous ont contactés pour ça, qui nous ont dit que c'était vraiment un problème qu'ils avaient, dans le sens où ils peuvent faire que de la sensibilisation, fait qu'ils arrivent aux mains avec des contrevenants, aux prises avec des contrevenants, là, ils n'arrivent pas aux mains. Puis, si les contrevenants refusent de les accompagner en dehors du territoire, ils peuvent rien faire, fait qu'il y a un sentiment d'impunité qui s'est développé. Puis ce qui ressort beaucoup finalement, c'est que 5% des gens qui ont un mauvais comportement sur le terrain, c'est eux qui engendrent 95% des dégâts. Puis dans un milieu humide, par exemple, le passage d'un 4 roues, ça peut aller très très vite à détruire le milieu, fait qu'on a vraiment un besoin, là on se fait le porte-parole des gens qui travaillent sur le terrain, de soutenir ces organismes-là en leur permettant d'appliquer finalement les sanctions qui sont prévues dans les différents règlements. On aimerait aussi que les municipalités soient accompagnées dans la conservation. Pour l'instant, une municipalité qui a des milieux protégés sur son territoire, c'est beaucoup une contrainte, c'est une perte de revenus. Si on est dans des grandes municipalités du Québec comme Trois-Rivières, c'est insignifiant la part que ça représente là-dedans, fait qu'il n'y a aucun problème. Par contre, quand on va dans les municipalités plus rurales, où les superficies sont généralement plus grandes, la perte des taxes d'une seule propriété, ça met au péril le budget de la ville. Fait qu'il y a le seul moyen qu'ils ont, par exemple, de compenser ça pour une réserve naturelle, c'est de réclamer des droits compensatoires aux propriétaires de la réserve naturelle. Fait que leur réserve naturelle le propriétaire de la réserve se retrouve à payer des taxes pour un milieu qui protège pour le bien commun. Fait qu'il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là. On sait qu'il y a des travaux qui sont en cours en ce moment. Puis on aimerait vraiment que les municipalités soient encouragées à faire de la protection. Et une municipalité qui va plus loin que les cibles du gouvernement en matière de protection de l'environnement, là, qui vient protéger 30% de son territoire, peut-être qu'elle mériterait d'avoir une bonification pour reconnaître son effort à l'atteinte des cibles de conservation.
puis, dans le fond, il y a un point aussi qu'on a amené pour les réserves naturelles, puis qui est un peu le même que pour les paysages humanisés au niveau des pertes de statut. Je pense qu'on comprend l'idée qui était derrière le fait d'instaurer des possibilités de perte de statut, mais la façon dont ils sont mentionnés, en fait, c'est comme un talon d'Achille pour la protection de l'environnement. Si les réserves naturelles, l'entente n'est pas respectée, par exemple, le statut est perdu, fait qu'un propriétaire qui met en place une réserve naturelle sur son terrain, puis qui décède ou qui cède le terrain à son petit-fils, ou peu importe, enfin que le terrain change de propriétaire et que ce propriétaire-là voudrait le céder ou le vendre pour peu importe la raison, s'il ne respecte pas l'entente, il va perdre son statut, puis il aura récupéré tous les besoins qu'il avait, fait on trouve que c'est contraire à l'objectif de protection à perpétuité. Je vais m'arrêter là dans ce cas. C'est bien. Donc, je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant commencer la période d'échange. Monsieur le ministre, à vous la parole. Monsieur le Président, merci à vous deux pour cette présentation. Merci pour votre passage également. C'est vrai qu'il y a un défi important au niveau de la préservation de la biodiversité. Celle du Nord a sa valeur, c'est bien certain, mais les enjeux du Sud sont d'autant plus importants que ces territoires-là appartiennent plus souvent qu'autrement à des intérêts privés. Donc, le travail que vous faites à ce niveau-là est tout simplement fondamental et c'est la raison pour laquelle, dès le dernier budget, on a mis 50 millions. Et c'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu de somme aussi conséquente pour l'achat de territoires ou des partenariats. Fondation, c'est-à-dire Conservation de la Nature Canada est un partenaire avec nous sur ces dossiers-là. Quel serait le meilleur usage, selon vous, de ces argents et comment trouver une application dans le projet de loi là, qui nous réunit cet après-midi? Bien, c'est sûr qu'on parlait de protection du territoire, de faciliter toute création d'aires protégées par les différents statuts est une chose. De ce qu'on entend de nos membres aussi, c'est ils ont la responsabilité d'appliquer cette protection du territoire-là. Ils s'engagent à protéger le territoire pour le bien commun, mais on ne leur donne pas nécessairement ni les outils ni le financement nécessaire à être présent par la suite, suite à l'instauration d'un site protégé. Donc, d'être présent pour faire de la surveillance, pour être présent pour monitorer la biodiversité qui s'y trouve et monitorer aussi l'évolution du territoire, monitorer aussi si on répond aux objectifs de conservation comme tel. Donc, tout le volet intendance à la protection des territoires devrait être inclus au budget. C'est ce qu'on s'apprête je l'espère, annoncer incessamment. Là. Donc, c'est principalement un point important, outre la question. C'est sûr qu'il y a le volet au niveau de la connaissance du territoire, tous les volets scientifiques, de recherche, de partenariat. La protection du territoire en terre privée ne se fait pas seule, c'est-à-dire que se fait avec les partenaires régionaux, les municipalités, des propriétaires privés, des investisseurs, des donateurs, etc. Donc, c'est d'embarquer tous ces partenaires-là dans la démarche. Vous avez anticipé la question que j'avais en tête. Il y a quelques jours, j'ai eu le privilège de parcourir la rivière des Mille-Îles avec Éco-Nature sur le côté de Laval, qui est une superbe organisation. Les villes avoisinantes sont partie prenante, sont partenaires et sans l'implication municipale, j'imagine que ça devient aussi plus difficile d'arriver à ces fins-là. Et tout à l'heure, vous disiez souvent, il n'y a pas de moyens coercitifs pour faire respecter ou appliquer. Dans le cas du parc en question, la Ville reconnaît à ses inspecteurs ou à ses intervenants ce pouvoir-là de donner des contraventions lorsqu'une situation l'exige. Donc, le milieu municipal, j'imagine, dans toute cette dynamique-là, est le partenaire le mieux indiqué ou certainement incontournable. Effectivement, c'est une avenue qu'on commence à explorer. Certains de nos organismes
entreprennent des démarches. C'est sûr qu'on l'a mentionné tantôt, c'est pas nécessairement toutes les municipalités non plus qui participent de façon bénévolente puis d'intérêt non plus, donc c'est parfois difficile. On l'a mentionné tantôt, les agents de protection de la faune provenant du ministère de la faune, du MFFP, elles peuvent aider à la protection du territoire en réserve naturelle, mais on le sait, il manque d'effectifs, ils ont des territoires très grands à protéger, donc effectivement, d'aller chercher des ressources plus locales aiderait grandement aux organismes de conservation à appliquer leur mission à atteindre les objectifs de protection. Est-ce que ça serait le milieu municipal qui fournirait ces agents-là? Possiblement en partenariat avec. Est-ce que par la loi, la réforme de la loi 46, la loi sur la protection du patrimoine naturel, il pourrait y avoir des mesures qui donneraient le pouvoir peut-être à certains employés d'organismes par de la formation, etc., puis qui deviennent des agents de la paix sur leur propre territoire? Ça pourrait être une autre chose à explorer, effectivement. Malheureusement, il y a plusieurs collègues qui veulent intervenir, mais déjà, merci pour ma part, très, très apprécié. Merci à vous. Merci, M. le ministre. Et je cède maintenant la parole au député de Bourget. Merci, M. le Président. Bonjour à vous deux. J'ai appris un nouveau mot tantôt, bénévolente. J'apprécie. Pour moi, ça va aller avec le mot présentiel aussi que j'ai appris récemment. J'ai deux questions. Vous dites qu'on pourrait atteindre le 30 désiré en 2030 si on se dirige vers ça, et ça a l'air fort possible, et qu'on pourrait le faire que si on travaillait dans le nord du Québec. Et c'est pas ce que vous voulez, là, je comprends, et si on va avoir de l'impact, il faut que ça soit près de zones habitées aussi. Mais avez-vous des critères? Avez-vous un pourcentage que vous recherchez minimal? Je pense que vous n'avez pas eu le temps dans vos 10 minutes de vous étendre sur ce sujet-là. J'aimerais vous entendre là-dessus un petit peu plus, s'il vous plaît. Ben, pour être franc, on était un peu pris de court avec la date de comparution ici, fait on n'a pas eu le temps d'aller approfondir exactement cette question pour établir un seuil minimal. Mais si 20%, 10%, il faudrait qu'on discute, qu'on analyse vraiment cette question. Mais c'est certain que dans le sud, les gains de superficie vont être très faibles. Le territoire privé, il représente 8% du Québec. Là, fait qu'on ne pourra pas faire plus de 10% si on protège même tout ce milieu-là. Il va falloir prendre ça en compte. Mais ce qu'on veut vraiment, en fait, finalement, avec ce point-là, c'est s'assurer que ce qui s'en vient avec ce projet de loi, on ne privilégie pas la quantité pour atteindre cette cible de 30% au détriment, finalement, de la qualité de la protection et de s'assurer de protéger dans le sud. Je pense que la protection, elle peut se mesurer, au lieu de se mesurer en pourcentage, en superficie protégée, en nombre d'espèces sur le déclin qui seront encore présentes en 2030. Parce qu'on a perdu 68% de la biodiversité depuis, j'ai plus la date en tête, mais dans le dernier rapport de la WWF, fait que ça va être vraiment à ce niveau-là que ça peut se mesurer plus qu'en superficie protégée, je pense. Deuxième chose, vous avez parlé d'établir des balises claires, et je pense qu'on est tous d'accord. Et moi, quand je regarde le projet de loi et les commentaires qu'on envoie, je pense qu'en façon générale, les gens sont d'accord qu'il faut aller vers quelque chose comme ça. Peut-être avec des modifications, je veux bien. Mais je pense que là où on risque de s'accrocher, c'est le nombre de consultations publiques, puis les balises claires. Ce matin, on utilisait un mot, et je ne ris pas de ça, je le comprends. On parlait d'un haut niveau de naturalité. Il va falloir définir ce que ça veut dire, ce genre de choses-là. Et avez-vous des exemples, quand vous allez dire balises claires, de d'autres endroits dans le monde où on a été vers des balises qu'on a réussi à clarifier? Avez-vous des exemples de ça? Quand je parle de balises claires dans le mémoire, on entend vraiment au niveau des objectifs chiffrables, de limiter le pourcentage que peuvent représenter les AMCE, donc le registre des autres mesures de conservation efficaces, dans l'atteinte du 30% pour 2030. Si 20%, c'est un chiffre au hasard, si 20% des terres protégées dans cette atteinte-là sont des AMCE, ça veut dire qu'on aura fait très peu de progrès dans les aires protégées strictes, puisqu'on est censé être à 17% à la fin de l'année. Fait que au niveau des balises, c'est vraiment ça pour s'assurer que les budgets du ministère puissent
aller aussi bien pour le nord que pour le sud, parce que si on se retrouve dans des difficultés à atteindre les objectifs qu'on a fixés sur la scène internationale, on va naturellement vouloir aller les accomplir. Fait qu'on veut limiter la possibilité finalement que ces nouvelles mesures prennent toute la place. C'est vraiment ça l'objectif. C'est pas les critères écologiques qui vont servir à définir qu'est-ce qui mérite d'être protégé. OK. Merci. Et je cède maintenant la parole à la députée d'Argenteuil. Monsieur le Président, j'ai combien de temps? Parce que je souhaite partager mon temps avec ma collègue. Donc, avez-vous une idée du temps qui reste? Il reste 7 minutes et 23 secondes. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre une seule question. Merci. Bonjour, Madame Vermette. Bonjour, Monsieur Caillé. Plaisir de vous revoir, Madame Vermette. Je suis très heureuse d'entendre vos réflexions, vos recommandations, et notamment quand vous dites à la page où là, je me reconnais complètement, là, la sauvegarde de la biodiversité québécoise dépend fortement de la protection en terre privée dans le sud du Québec. C'est à peu près 80 de mon territoire dans mon comté. Donc, je me reconnais grandement à ce niveau-là. Vous apportez un aspect essentiel là, de l'équation de la conservation. Quand on parle de conservation volontaire, intendance privée, je suis très heureuse qu'on en parle. Vous proposez une façon d'encourager les municipalités. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord que le milieu municipal est un partenaire essentiel dans l'atteinte de nos objectifs, notamment en zone habitée. Vous proposez ici une solution qui est des compensations tenant de lieu de taxes. Est-ce que vous avez réfléchi à d'autres solutions pour encourager, soutenir les municipalités dans cet exercice-là? Je sais qu'il y a des travaux faits par d'autres groupes qui, entre autres, travailleraient sur des certifications de reconnaissance d'apport à la biodiversité, mais c'est encore en travaux, donc je n'ai pas plus d'informations que ça. Sinon, tout reste encore une question d'argent, dans le sens où les municipalités ne veulent pas perdre cet apport-là qui leur est tant important, surtout, comme on a dit, en milieu rural. Donc, à ma connaissance, il n'y avait pas d'autres trucs qui avaient été développés comme tels. À l'interne, avec nos organismes de conservation, on a quand même formé un comité sur la question qui s'est penché sur cette question-là depuis les dernières années. On en revient souvent, principalement au remboursement des taxes aux organismes de conservation ou directement aux municipalités pour que ni l'un ni l'autre ne soit pénalisé dans cette démarche-là. C'est là que le bas blesse le plus, là, donc ça serait comme quelque chose d'intéressant à étudier. Peut-être dernière question, vous mettez beaucoup d'accent sur les paysages humanisés, qui est un aspect très intéressant. Effectivement, il n'y a pas grand-chose au Québec en termes de paysages humanisés. Est-ce que vous considérez, parce que vous faites le lien avec les terres privées, hein, vous parlez la seule type d'air, en fait, qui intègre la notion d'agriculture. Réserve naturelle, paysage humanisé, est-ce que, dans un contexte de changement climatique, vous faites le lien avec les solutions nature? Est-ce que vous pouvez préciser la question? Bien, en fait, on a avec le projet de loi 44, on parle beaucoup de réduction de gaz à effet de serre, d'adaptation au changement climatique. Est-ce que vous considérez, vous, le réseau des milieux naturels, que la conservation des milieux naturels en terre privée est quelque chose d'important pour contrer toute la question ou s'attaquer à la lutte au changement climatique? Bien, effectivement, au terme des aires protégées, des aires qu'on protège, en fait, on y retrouve des bénéfices tant au niveau des services écologiques, écosystémiques, qui permettent justement de bénéficier à la communauté, qui permettent de sauver des frais, des coûts aux municipalités comme telles. Donc, oui, nous, on est que pour les paysages humanisés, puis avoir cette inclusion-là de la protection des milieux naturels au bénéfice de tous. Est-ce que tu veux rajouter un point? Mais si je peux compléter, pour lutter contre le réchauffement climatique,
les superficies sont trop petites pour avoir un effet important à ce niveau-là. Par contre, pour s'adapter à la réalité des changements climatiques, c'est indispensable. Les milieux humides permettent de lutter contre les inondations, procurent beaucoup de services écosystémiques aux municipalités et au gouvernement. Il y a beaucoup de compétences qui sont à la fois du domaine municipal, mais du domaine aussi gouvernemental, comme la santé publique, la sécurité publique. Il y a énormément de, excusez-moi, énormément de compétences qui bénéficient de ça. Il y a de plus en plus d'études sur le plan scientifique qui viennent comptabiliser ce que ça représente d'un point de vue économique, puis les économies qu'on peut réaliser concernant par exemple la prévention des inondations grâce aux milieux humides. Et les bénéfices qu'ils vont apporter pour s'adapter au changement climatique sont, en fait, je ne peux pas les quantifier, mais d'après moi, inestimables. C'est vraiment important de conserver ces milieux-là pour adapter les changements climatiques, ne serait-ce que pour lutter et profiter de la nature en temps de pandémie. Merci. Et maintenant, je cède la parole à la députée de La Violette Saint-Maurice. Il vous reste 1 minute 55. Merci. Vous représentez 60 organismes. C'est très intéressant. Donc, 60 organismes de conservation des terres en milieu privé. Vous ou un ou des organismes, est-ce que vous avez cartographié les terrains en milieu privé qui seraient intéressants à conserver? Et si oui, est-ce que vous avez évalué de façon très mathématique, très cartésienne, ce qui nous aiderait, le rapport au niveau de ces terrains-là et les taxes municipales, parce que là, c'est où le bas blesse. Donc, ça nous prendrait un portrait qui nous donnerait une image plus réaliste là, par rapport à ce que vous entrevoyez qui devrait être conservé, protégé, et la perte financière là, qui sera engendrée pour les municipalités. Bien, si je peux répondre, Environnement Canada a produit un atlas des basses terres du Saint-Laurent, donc ça concerne uniquement les basses terres du Saint-Laurent, où on va retrouver les milieux humides, les milieux boisés, les friches, etc., etc. Et où je pense que la cible est de 17%, il faudrait que je vérifie, mais où les milieux humides prioritaires ont été désignés, où les boisés prioritaires ont été désignés, fait que là, vous avez une analyse qui a été faite par Environnement Canada en collaboration, je pense, avec le MELCC, puis beaucoup de partenaires au Québec pour cartographier ça. Et les milieux prioritaires à protéger par représentativité de chaque écorégion et de chaque écosystème est dedans, fait que ça, pour les basses terres du Saint-Laurent, ça existe. Ensuite, pour ce qui est des territoires, des différents organismes de conservation, la plupart des organismes, ou en tout cas ceux qui arrivent à avoir une équipe professionnelle, ont une stratégie de conservation définie, fait qu'ils ont analysé leur territoire, ils ont des zones d'intervention prioritaires. Je dois mettre fin aux échanges, le temps est écoulé. Et merci tout le monde. Et maintenant, je vais céder la parole la partie d'opposition officielle, Monsieur le député de Viau. À vous la parole, vous avez 11 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Donc, ma première question, c'est autour, dans votre mémoire, à la page 7, donc, premier paragraphe, donc, vous parlez d'ambition, de cibles ambitieuses. Donc, vous ne les nommez pas. Donc, est-ce que je conclus à ce moment-là que pour vous, donc, les 25% des zones terrestres et les 30% d'ici 2030, et zones terrestres et maritimes semblent être des cibles ambitieuses pour vous, pour le Québec, puisque ce sont les cibles du Canada? Ou du moins, quelles seraient pour vous des cibles que vous jugerez des cibles ambitieuses pour le Québec? On n'est pas encore certain d'avoir atteint le 17% avant la fin de l'année. Fait qu'on trouve que 30% pour 2030, c'est ambitieux, mais réalisable. Si je dis sur un ton négatif ou quoi que ce soit, c'est un beau défi. Il faut se doter des moyens pour le faire, tout simplement. C'est la deuxième présentation qu'on a depuis le début de ces consultations et j'entends beaucoup, on parle des cibles pour le nord et des cibles pour le sud.
quels devraient être, selon vous, pour ce qui s'agit des cibles pour le Sud, quels devraient être, selon vous, les critères? Est-ce que vous avez réfléchi aux critères? Au niveau du RMN, non, pas nécessairement directement, mais c'est plus les organismes de conservation avec l'appui des scientifiques aussi. Il y a plusieurs groupes de recherche en biodiversité basés à Montréal qui se penchent sur la question. Au niveau des critères spécifiques, moi, je ne connais pas nécessairement d'études particulières, mais si tu veux compléter... Moi non plus, mais encore une fois, je pense que ce sera l'avis partagé par les différents groupes, que pour le Sud, les objectifs ne doivent pas être chiffrables en tant que tels, parce que c'est vraiment des petites superficies et ça va coûter beaucoup plus cher que de protéger le Nord. Ce qui compte, c'est vraiment, on a les indicateurs sur la biodiversité, sur le déclin des espèces, sur ces paramètres-là. Je pense que c'est ce genre d'indicateurs qu'il va falloir utiliser pour identifier si les mesures qu'on prend sont efficaces, puis limiter au maximum la perte de biodiversité qu'on va pouvoir observer dans le sud du Québec. Merci. Pour ce qui est des municipalités, effectivement, je suis de l'avis que les municipalités ont un rôle important à jouer. Donc, mais à côté de la question du financement, que je pense qu'il y a effectivement une question importante à aborder, est-ce que vous pensez que, par exemple, puisque les municipalités font des planifications urbanistiques, font, dans le cas des grandes agglomérations, font des schémas d'agglomération, je semble voir dans votre mémoire que vous abordez beaucoup le rôle financier, mais pas d'autres aspects de la responsabilité des municipalités ou des rôles que les municipalités pourraient jouer. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réflexion là-dessus. Mais pour répondre à cette question, en fait, le problème qu'on voit principalement, c'est que l'argent puis le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre, fait qu'en ce moment, dans beaucoup de cas, il va y avoir une opposition entre les organismes de conservation et les municipalités, puisque il y a un conflit financier et un enjeu financier entre les deux. Si cette question-là est réglée, il y a une très forte collaboration qui peut être mise en place entre les organismes de conservation et les municipalités, le zonage, les schémas d'aménagement. Si on a un zonage conservation qui apparaît dans un secteur quelconque d'une municipalité, un organisme de conservation pourra plus facilement faire son acquisition là-bas à moindre coût, fait que finalement on pourra protéger des terrains à perpétuité pour moins cher, fait qu'il y a une entente et un partenariat à mettre en place entre ces différents acteurs qui est très important, qui sera très bénéfique pour le futur. Mais tant qu'on les oppose au niveau de l'aspect des taxes, ça va être difficile. Un propriétaire qui crée une réserve naturelle peut demander une exemption de taxe qu'il va obtenir. Donc la municipalité perd un revenu. Le seul moyen de récupérer finalement cette perte de revenus, c'est de demander des droits compensatoires au propriétaire du terrain, qui lui finalement se retrouve à payer des frais pour protéger sa terrain au bénéfice de tous. Si on est dans des grandes municipalités, souvent ça va être minime dans ce que ça représente pour le budget, fait que c'est pas une question qui peut être très problématique. On le voit beaucoup dans la communauté métropolitaine de Montréal, où il y a des partenariats entre villes et organismes de conservation qui peuvent être mis en place, comme à Mont-Saint-Hilaire par exemple. Mais dans des secteurs plus reculés, où la question de la taxation est un enjeu vital pour les municipalités, ça ne peut pas fonctionner en l'état actuel, je pense. Si je peux me permettre, si vous faites référence peut-être au pouvoir ou à l'obligation des municipalités d'intervenir en matière de biodiversité sur leur territoire, le réseau des milieux naturels protégés n'est pas en mesure de se prononcer à cet effet-là. Je vais laisser cette question-là peut-être à d'autres organisations qui traitent en la matière juridique et légale. Merci. À la page 11, c'est bien ça, là, oui, à la page 11, vous présentez ce tableau donc, sur l'évolution des milieux naturels protégés. On s'aperçoit très bien qu'après 2002, il y a une courbe ascendante donc, au niveau de la superficie cumulée, mais avec une variation quand même du nombre de nouveaux sites année après année. Ce que j'aimerais savoir, comment expliquer historiquement en fait cette évolution-là après 2002? Est-ce qu'il y a eu une loi? Est-ce qu'il y a eu une politique? Qu'est-ce qui explique cette augmentation-là au niveau de la superficie cumulée? La figure 3. La figure 3. Si vous faites bien référence à la figure 3? Oui. Tu veux répondre?
Je t'en prie. Je vais vous répéter ce qu'on m'a passé comme information au niveau de la Direction générale du RMN dans les dernières années. Les fluctuations d'acquisition, ils vont en fonction des programmes de financement. Programmes de financement provenant du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral. Donc, lorsque c'est des bonnes années, lorsqu'il y a des annonces, lorsqu'il y a de l'argent sur la table, ça permet de mettre en œuvre l'acquisition du territoire pour les organismes de conservation. On sait que déjà les organismes de conservation participent à ce financement-là, donc avec une certaine contrepartie, mais une bonne partie de l'argent pour acheter les terrains proviennent, entre autres, de programmes gouvernementaux. Donc, le graphique démontre bien, lorsqu'il y a des belles années, bien, il y a plus d'acquisitions versus d'autres que c'est aussi plus difficile, où les organismes se financent principalement par ce qu'on pourrait dire les moyens du bord, donc les mesures qu'ils mettent en place eux-mêmes à l'interne. Nous sommes dans un contexte très, très particulier. Donc, est-ce que, au niveau des projections que vous avez faites en termes d'acquisition, comment ça s'annonce pour vous d'ici les 3-4 prochaines années? Est-ce que vous avez des projections à ce niveau-là? Oui, je n'ai pas nécessairement des chiffres à émettre en ce moment. Il y a un rapport, il y a une recommandation qui a été faite au gouvernement du Québec à cet effet-là, entre autres pour l'utilisation du 50 millions qui a été annoncé par M. Charette. Donc, les organismes de conservation, déjà, lorsqu'ils font de l'acquisition, ils planifient à long terme. Donc, il y a déjà des projets sur la table. Ils ont déjà entamé des démarches auprès de propriétaires en vue d'acquérir leur territoire. Il y a déjà des montants nécessaires qui sont écrits, qui sont sur papier pour l'acquisition à ce moment-là. Il reste à trouver l'argent pour pouvoir compléter ces projets-là puis les conclure. Donc, au niveau du 50 millions, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du 50 millions, c'est sûr qu'il ne restera plus de l'argent. Tout cet argent-là, finalement, va être utilisé à de bonnes fins, puis consciemment au niveau de l'acquisition. J'ai identifié au niveau des différents partenaires avec qui on travaille, les différents organismes de conservation. Au niveau de ce que vous proposez, donc, par rapport au paysage humanisé, et effectivement, donc, dans votre mémoire, vous semblez vous faites le constat, effectivement, que il y avait une forme de bureaucratie un peu trop lourde. Donc, alors, le tableau, en fait, que vous nous soumettez dans votre mémoire, qui reprend un peu ce qui apparaît dans le projet de loi aussi, comme tableau. Donc, c'est de réduire de 8 à 6. Donc, étape à franchir. Il y a un enjeu. J'aimerais vous entendre nous dire comment, puisque si on allait dans le sens de ces étapes-là, donc il n'y aura plus de BAP dans le dossier des paysages humanisés. Comment vous voyez, est-ce qu'il y a, selon vous, des enjeux d'acceptabilité sociale qui pourraient se poser, par exemple, au niveau de la reconnaissance? Je vais prendre cette question. Pour commencer, je voudrais préciser, le tableau des étapes qu'on présente, c'est notre compréhension du projet de loi. Ce n'est pas le nombre d'étapes qu'on propose comme séquence idéale, c'est notre compréhension du projet de loi tel qu'il est actuellement pour vraiment montrer qu'on a compris que les étapes avaient été diminuées. En ce qui a trait à la consultation, c'est important qu'il y ait une acceptabilité sociale. Ça va faire partie du paysage humanisé. Un paysage humanisé doit venir avec des meilleures pratiques agricoles, avec une meilleure utilisation de l'habitat. Pour que cette aire protégée-là fonctionne, il faut que les personnes qui résident, qui vivent, se l'approprient. C'est leur milieu avant tout, fait que ça va être vraiment dépendant de leur acceptabilité là-dessus. Effectivement, le BAP est disparu du protocole. Nous, ce qu'on était vraiment satisfait de voir, c'était qu'en fait, on passait de 2 consultations à une seule. Fait que c'est ça qui va vraiment permettre de raccourcir la participation, la durée du projet. De manière générale, le BAP, on trouve que c'est un bon organe indépendant de consultation, que la consultation soit menée par lui ou conjointement entre le porteur du projet au niveau municipal et le MELCC, ça ne nous dérange pas plus que ça. Aviser que votre temps est écoulé. Merci. Et donc, je vais maintenant céder la parole au deuxième groupe d'opposition. Et donc, à vous la parole, la députée de Mercier.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation puis votre préparation rapide, vu que souvent les invitations sont envoyées à la dernière minute. Merci pour votre effort. Moi, j'ai 2 minutes 45, maintenant un peu moins. Donc, moi, ce que je comprends de ce que vous dites par rapport aux municipalités qui... dans le fond, il n'y a pas d'incitatif pour les municipalités, à part les très grandes qui peuvent avoir le budget, d'avoir des paysages humanisés ou de protéger leur territoire. Et donc, c'est quoi la façon... parce qu'avec le projet de loi, aujourd'hui, on est à 0 % mais avec le projet de loi, on risque de rester à 0 % encore longtemps. C'est ce que je comprends? Pour le paysage humanisé? Oui. Bah, peut-être pas, parce qu'il y a le projet de Montréal qu'on espère se voir se concrétiser rapidement à l'île Bizarre. Mais les autres secteurs qui pourraient bénéficier de ce statut-là, comme on a pu le voir dans le cas de l'Estran, Gaspésie ou la vallée de la Batiscan, si ils tentent de créer un paysage humanisé avec le projet de loi actuel, en respectant ces conditions-là, il ne marchera pas mieux le projet, dans le sens où il n'y aura toujours pas d'argent pour permettre à quelqu'un de coordonner tout ce projet-là. Et donc, dans les recommandations que vous amenez, quelle est la recommandation que le gouvernement doit faire? C'est du financement? C'est du financement. OK. Je regarde votre conclusion et je la lis. Elle est quand même dure pour ce projet de loi, malgré la présentation. Vous dites, cependant, en l'État, il y a de fortes chances de conduire à une politique vide de sens. Et vous dites, une législation environnementale protégeant de vastes étendues dans le nord de la province à des fins comptables, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est uniquement à des fins comptables, juste pour se péter les bretelles un peu partout, puis dire, bien, on a atteint nos objectifs. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est que ce projet de loi, c'est de la poudre aux yeux. OK. Sûr, on n'est pas si méchant que ça. Mon Dieu. Moi, je peux l'être. Oui, c'est ça. Je vous laisse ce rôle. Non, quand on dit vide de sens, c'est, comme mon collègue l'a dit tantôt, c'est vraiment de mettre des bonnes balises pour éviter qu'il y ait des situations qui prennent un certain avantage à l'utilisation du territoire, de vastes territoires à des fins de protection. C'est principalement ça. C'est ça. En fait, il peut le devenir. On pourrait protéger le 30% résiduel du plan Nord avec des territoires de conservation nordique pendant 25 ans. Dans 10 ans, on a atteint l'objectif de 30%. Mais c'est vide de sens. Si c'est fait comme ça, oui. C'est pour ça qu'on recommande l'ajout de balises importantes pour assurer la protection du Sud et qu'on continue la création d'aires protégées strictes. Là, ça devient un projet de loi ambitieux avec des... Mais si ces balises-là ne sont pas ajoutées, ça serait vide de sens. Terminer. Votre temps s'est écoulé. 2 minutes 45, c'est vite passé. Je dois maintenant céder la parole au 3e groupe d'opposition et donc à vous la parole, député de Jonquière. Vous avez 2 minutes 45 secondes. Oui, merci beaucoup pour votre présence et votre mémoire vite fait, mais bien fait. On a parlé avec le groupe précédent de la définition d'aires protégées d'utilisation durable qui est énoncée à l'article 46 du projet de loi. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur cette définition-là? On a évoqué la question avec d'autres groupes lors des séances de travail, mais honnêtement, c'est une mesure qui va concerner majoritairement ce qui se fait dans le domaine public, fait qu'on n'a pas d'expertise à vous apporter dans ce domaine. On laisse la parole aux autres groupes pour ça. OK. Ça veut dire que ce que les autres groupes vont nous dire là-dessus, vous leur faites confiance et OK, c'est bon. On soutiendra leurs recommandations. Excellent. Moi, je vais vous entendre plus quand même sur l'exonération de taxes. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure avec mon collègue, mais je trouve ça très intéressant parce que il faut qu'on change notre façon de voir la fiscalité, surtout la fiscalité municipale, parce que les municipalités sont beaucoup trop dépendantes du foncier, donc énormément de pression, faire du développement. Comment on peut, par la fiscalité, soutenir puis envoyer un message d'encouragement aux propriétaires, par exemple, de l'eau privée, plutôt que de taxer? J'aimerais ça que vous nous en disiez un petit peu plus. Puis je pense qu'il y a un modèle français là, qui peut être intéressant à cet égard. Honnêtement, on n'est pas fiscaliste. On a identifié les problèmes. On n'a pas eu le temps de travailler pour proposer des solutions concrètes. Fait que c'est pour ça que vous, dans le mémoire, vous trouvez une proposition. On ne dit pas que c'est la meilleure. C'est vraiment pour lancer l'idée et regarder ça. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ça soit encouragé et plus vu comme une contrainte au niveau municipal. Comment
honnêtement, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. On peut travailler sur cette question pour vous faire des propositions concrètes ultérieurement, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de réponse là-dessus. OK. À la page 19 de votre mémoire, en passant, si jamais vous avez des détails à nous ajouter là, pour ce dont on vient de parler, je pense que la Commission serait heureuse de les recevoir. Impliquer activement d'autres ministères dans la création de paysages humanisés, ça, c'est l'éternel problème. On travaille en silo dans ce gouvernement, tout gouvernement confondu, là, pas juste le gouvernement actuel, tous les gouvernements confondus. Par exemple, le ministère de la Forêt, d'un côté, qui donne des autorisations d'exploitation forestière, puis le ministère de l'Environnement qui doit gérer cette loi. Alors, comment on peut briser ces silos? On ne travaille pas au gouvernement, on n'aura pas cette réponse-là. Par contre, Profitez-en, là, vous on pouvez a tout vu dire. dans le document de consultation pour le paysage humanisé. Excuse, votre temps est écoulé, malheureusement. Donc, merci. Je remercie pour votre contribution aux travaux de la Commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre aux représentants du Centre québécois du droit de l'environnement de prendre place. Merci à vous. Merci pour votre contribution.